Alors, quel titre de la conférence pour ce soir? L'Union européenne post-Brexit, et visiblement l'idée du Brexit interroge. Que va-t-il se passer? Je pense qu'on a plus de questions, mais sans forcément avoir toutes les réponses sur l'après-Brexit, puisqu'après tout, la demande de divorce n'a toujours pas été déposée auprès de l'Union européenne, si on fait cet élément-là. Au fond, c'est la première fois qu'un peuple affirme par référendum, et nous sommes le 23 juin dernier, de vouloir quitter l'Union européenne après 44 ans de mariage, en quelque sorte, avec l'Union européenne. C'est un événement historique qui mérite une réflexion, c'est vrai, sur l'avenir de l'Union européenne à l'occasion de ce débat. Est-ce que c'est un divorce? Et est-ce que ce divorce va être violent ou paisible? J'ai jamais vu de divorce tout à fait paisible, mais il y a cette idée qui est derrière le divorce violent ou paisible. Alors cette conférence, quelques mots sur pourquoi cette conférence est le résultat d'un partenariat très important, à la hauteur en quelque sorte de l'enjeu. Plusieurs partenaires ont contribué à la mise en place, il faut le souligner, je crois, d'autant plus que, c'est intéressant, que Grenoble est en plus jumelé avec Oxford, et c'est un élément supplémentaire, jumelé avec une ville britannique, et donc il est important d'avoir aussi cet échange. Quelques mots sur le partenariat. L'Université populaire européenne de Grenoble, c'est une association d'éducation populaire qui fonctionne depuis plus de 10 ans maintenant et qui anime une série de conférences régulièrement. Nous sommes, je crois, 116 ou 117 conférences depuis que nous existons sur une dizaine d'années. Cette UPEG a toujours été soutenue très largement par la ville de Grenoble, et c'est important de le rappeler. Je remercie l'adjoint au maire qui est juste à côté de moi à cette occasion. Nous avons un site qui montre un peu l'ensemble des activités et qui montre aussi les conférences qui sont filmées et qui sont mises ensuite sur le site. C'est un élément important. Tous nos travaux sont sur le site. C'est bien sûr la ville de Grenoble. La ville de Grenoble, au travers de la Maison de l'International, et le directeur a fait une petite apparition, c'est la Maison de l'International qui, effectivement, fait beaucoup de choses. Alors là, je vous invite à aller sur le site aussi. Système de la Maison de l'International et de la ville pour aller voir un peu la newsletter sur le fonctionnement et Grenoble, ville internationale, je crois, et on voit beaucoup d'éléments. Alors, sur le titre de la conférence, c'est intéressant, sur le site de la Maison de l'International, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Vous voyez, chacun a mis sa patte pour traduire la conférence. Je t'aime moi non plus, c'est intéressant sur le plan musical aussi, mais je crois que voilà, c'est un élément important à observer. Donc c'est Éric Rocoura, son directeur, Annick Sibel qui est en charge des questions européennes et qui suit ces sujets, et en relation avec l'UPEG aussi depuis longtemps. Europe Direct animée par Laure Bonny, elle doit être quelque part, peut-être dans l'autre salle, très investie dans ce partenariat aussi, pour parler des questions européennes. Alors elle a une autre image, si j'observe, Europe Direct a une autre image, c'est important de regarder les images. On y voit quoi? On y voit un couple qui s'embrasse sur la bouche, c'est intéressant à observer, et on a d'un côté un drapeau européen, c'est la personne est maquillée en drapeau européen, l'autre est maquillée en drapeau britannique. Et là aussi, on nous dit un divorce amer au cœur de l'Europe. Chacun y va de sa formule sur le divorce, cette fois-ci. Cette conférence, et surtout le débat qui va suivre, sera animé, ils sont là, par les représentants des jeunes Européens et les représentants aussi des étudiants de J'aime en débat. Il ne faut pas oublier l'alliance, bien évidemment, Grenoble-Oxford, au premier rang, la présidente, Marie-Christine Simian, qui est là aussi, c'est important à souligner. Alors, 3 orateurs vont intervenir, je serai, après mon petit laïus d'intervention, le maître des horloges, intervenir pour qu'il ne soit pas trop long, je le rappelle, permettant éventuellement au débat de se faire. 15 minutes serait un bon chiffre, mais on peut être tolérant aussi. Néanmoins, ça permet d'avoir un débat plus vif, plus intéressant, débat animé par les jeunes qui, effectivement, pourront poser toute une série de questions. Alors, on va d'abord commencer par M. Vivian Pertuso, en charge de l'Institut français des relations internationales de l'IFRI à Bruxelles, et qui suit plus particulièrement les questions de défense et les questions de sécurité européenne
et en suivant aussi les questions des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Royaume-Uni dans lequel il a fait ses études, je crois bien, et par conséquent, il connaît bien le Royaume-Uni. Il va d'abord nous introduire ce sujet. Merci d'être venu vers nous aujourd'hui pour cela. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de voir autant de monde. Il faut croire que l'Europe n'est pas un sujet aussi impopulaire qu'on le dit. Merci beaucoup aux organisateurs. C'est un vrai plaisir d'être ici parmi vous. Je suis très friand de sortir des capitales, parce que j'ai l'habitude généralement de me cantonner aux capitales pour faire des conférences, donc c'est toujours un plaisir de sortir des capitales. Je le dis parce que j'ai vraiment envie. Nous sommes la capitale des Alpes. Pardon. C'est vrai, autant pour moi. Non mais parce que voilà, j'ai envie de voir si le débat est similaire à celui qu'on peut avoir à Paris, j'espère pas. Donc ce soir, je vais vous parler effectivement du Brexit et des conséquences. Et pour cela, je vais commencer par deux citations, plutôt deux paraphrases. La première est une de Malcolm Rifkin, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères britannique, et qui disait il y a 2 ans, la différence au Royaume-Uni, surtout au sein du Parti conservateur, n'est plus entre les pro-européens et les eurosceptiques, mais entre les eurosceptiques durs et les eurosceptiques soft. Important, nuance importante. Et la deuxième citation pour commencer ce propos, c'est un échange que j'ai eu le plaisir de voir entre 2 anciens ministres, je ne les citerai pas, parce que c'était pas public, et qui, à peu près tous les divisent, sauf sur l'Europe. Sur l'Europe, ils s'accordent que l'Europe va très mal et qu'il faut la changer. Donc avec ces deux citations initiales, deux paraphrases initiales, j'entame mon propos. Pourquoi j'ai commencé par ces deux paraphrases? Pour illustrer un point que l'on retrouve de plus en plus dans les débats, à savoir que les voix pro-européennes se sont dissipées. Et quand elles prennent la parole, généralement, elles tendent à promulguer, des solutions qui paraissent un peu surannées, un peu datées, et qui ne correspondent pas véritablement ni au contexte politique, ni aux ambitions politiques que l'on peut trouver aujourd'hui dans les différents États membres. Mais est-ce grave, docteur? Alors, avant d'arriver aux conséquences du Brexit, déjà un point sur le débat autour du Brexit. Je laisserai John Tanner parler du Brexit et du débat au Royaume-Uni. Je m'attellerai davantage au débat hors du Royaume-Uni. Donc en janvier 2013, David Cameron, alors Premier ministre, en coalition, prononçait un discours sur le référendum où il disait que s'il était réélu en 2015, donc 2 ans plus tard, il allait mettre en œuvre un référendum in or out, à l'époque on disait cela comme ça, sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. La réponse sur le continent a été de courte durée. On se souvient de la fameuse sortie de Laurent Fabius qui disait on ne peut pas faire partie d'un club de football et décider de changer les règles pour jouer au rugby. Mais c'est vrai qu'au-delà de cela, on a eu finalement une politique de l'autruche qui a été faite par la plupart des États membres. N'évoquons pas le sujet et il s'en ira de manière assez naturelle. Et il y avait des raisons légitimes à l'époque de se positionner de cette manière-là. La première, c'est que finalement, c'était une question britannique et qu'il n'y avait pas raison d'avoir des interventions extérieures dans un débat de politique intérieure. La deuxième raison légitime de l'époque, c'était ce n'est pas pareil chez nous. Nous, on a un débat différent, un peu plus apaisé que chez les Britanniques. Et la troisième raison, tout aussi légitime mais un peu plus cachée, c'est le risque de récupération du débat britannique par des partis eurosceptiques nationaux. Alors la réalité est évidemment plus contrastée. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis 2013, on se rend compte que les arguments britanniques ont traversé les frontières. Si on regarde sur la question de l'immigration, qui est un point absolument essentiel, un débat commençait à s'amorcer au niveau européen sur est-ce qu'il faut réformer Schengen, est-ce qu'il faut maintenir la libre circulation totale au sein de l'espace Schengen, etc. Mais ce débat ne s'est pas véritablement tenu au niveau européen parce que tout le monde avait très peur que les Britanniques l'instrumentalisent. Et en n'ayant pas ce débat au niveau européen, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce débat a eu lieu néanmoins, mais au niveau national et de manière extrêmement vive et très négative.
Sur la réglementation, qui est un point que les Britanniques mettent régulièrement en avant, ils estiment que l'Union européenne réglemente trop, donc ils promulguaient le Cut Your Red Tape, qui est en gros réguler moins. Quand David Cameron parlait du moins de régulation ou de la déréglementation, c'est pas tout à fait la même chose. Il avait une autopolie de la part de ses camarades autour de la table du Conseil européen, mais néanmoins les Britanniques ont persévéré et aujourd'hui cela fait partie de l'agenda européen. Donc, si vous regardez la Commission européenne aujourd'hui, elle légifère moins. Pourquoi? Parce que il y a véritablement eu un élan politique pour dire que l'Union européenne légiférait trop, il y avait trop de réglementation, il fallait donc limiter, peut-être même revenir un petit peu en arrière sur certaines réglementations. Un autre point, c'est sur la question très large de la souveraineté. Si on regarde la souveraineté, alors non pas forcément est-ce que l'Union européenne en fait trop dans notre État, on a perdu de la souveraineté, mais sur le rôle des parlements nationaux. On pourra rentrer dans le détail si vous le voulez, mais le traité de Lisbonne a donné de nouveaux pouvoirs aux parlements nationaux dans la participation au processus législatif. Les Britanniques estimaient que ça n'allait pas assez loin. Ils voulaient que véritablement les parlements nationaux soient au cœur du processus législatif européen. Et cette idée qui était strictement britannique au départ, a petit à petit fait son chemin. Et on retrouve dans beaucoup de parlements nationaux aujourd'hui des députés ou des sénateurs qui estiment que, effectivement, les parlements nationaux devraient avoir plus de prérogatives au niveau européen. Et le dernier point, et plus général, c'est qu'on a vu l'émergence d'une attitude beaucoup plus décomplexée sur l'Europe. La critiquer n'est plus un tabou, et encore moins réservé aux partis de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Ce qui, il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années, était le cas, et même encore il y a 5-6 ans était plus ou moins le cas. Aujourd'hui, limite, la critique de l'Union européenne fait partie des partis mainstream. Alors quand le référendum s'est confirmé en mai 2015 avec la réélection de David Cameron qui n'a pas eu besoin de former de coalition, les Européens ont tout fait pour contenter les demandes britanniques. Et donc il y a eu cet accord qui a été passé au mois de février, et où on a vu presque une forme de génuflexion européenne par rapport aux demandes britanniques. C'est-à-dire que véritablement, personne ne voulait que les Britanniques sortent de l'Union européenne, et donc ils ont tout fait pour contenter les demandes britanniques. Alors je sais que de l'autre côté de la Manche, ça a été perçu comme un bout de papier qui ne servait à rien, et véritablement les Européens n'ont pas compris la situation, mais sur le continent, il faut bien se rendre compte que ce qui a été donné aux Britanniques en février est absolument énorme. On a été prêt à aller très loin, à remettre en cause certains principes fondamentaux de la construction européenne, comme la libre circulation des travailleurs. Et c'est quelque chose qu'on a fait pour les Britanniques. Alors cet accord est mort-né puisque les Britanniques ont décidé de sortir et donc cet accord n'est plus valable. Mais néanmoins, on voit que les Britanniques constituent véritablement un partenaire extrêmement important que les Européens voulaient garder à tout prix. Alors, on ne peut pas affirmer néanmoins que les Britanniques sont les seuls responsables de la diffusion de la critique de l'Union européenne. Ce serait quand même un tout petit peu exagéré. On peut identifier plusieurs autres raisons. Le premier, c'est la fin de ce qu'on appelle en sciences politiques le consensus permissif. C'est-à-dire que finalement, l'intégration européenne a fonctionné de manière assez tacite. On considérait que l'Europe était bien, et donc on ne se préoccupait pas véritablement de ce que faisait l'Europe. On considérait que l'Europe était une bonne chose. Et on a véritablement fini cette période-là, et je pourrais rentrer dans davantage de détails dans le débat après. La deuxième raison, c'est la globalisation. Alors, quand je dis ça, ça fait un peu tarte à la crème, donc je vais expliquer en 2 mots. C'est le fait que la globalisation accentue certaines insécurités. La première, c'est l'insécurité économique. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes entre les plus riches et les plus pauvres. Les inégalités sociales également, les inégalités migratoires, les inégalités technologiques, les inégalités générationnelles, les inégalités environnementales et évidemment les inégalités sécuritaires. Et tous ces points-là, finalement, ont été accentués par la globalisation, et même si l'Union européenne, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec ça, il y a souvent, et pour l'avoir constaté dans beaucoup de débats, dans différents sénats avec différentes personnes, il y a une association qui est faite entre l'Union européenne et la globalisation.
La troisième raison, c'est que l'Union européenne est beaucoup plus polycentrique qu'elle ne pouvait l'être au début des années 2000. On est 28 au sein de l'Union européenne. Et donc le cœur du pouvoir ne se trouve plus ni à Berlin ni à Paris, mais il est beaucoup plus diffus. Même si effectivement l'Allemagne a une influence extrêmement forte, tout le monde aujourd'hui veut avoir son mot à dire et tout le monde veut défendre ses intérêts. Parfois des intérêts nationaux, parfois des intérêts européens, mais c'est vrai que de fait le consensus est plus difficile à trouver. Et la dernière raison, évidemment, c'est la crise économique et financière, qui a fragilisé tout le socle sociétal, économique et social de la grande majorité des États membres. Alors parallèlement, les forces pro-européennes se sont faites beaucoup plus discrètes. Pourquoi? On pourra si vous voulez, discuter de cela après, tandis que les voix contestatrices, elles, se sont affirmées. Et donc, les débats aujourd'hui sur l'Union européenne sont principalement dominés par des positions défensives. L'exemple du TTIP, TAFTA, comme on dit en France principalement, est un exemple sur lequel on pourra revenir dans les débats. On parle très peu de manière positive de l'Union européenne. On défend l'Union européenne en disant qu'elle nous protège de ceci et de cela, mais rarement que l'Union européenne est bien pour telle ou telle chose. Évidemment, il y a des milliers de choses qu'on peut mettre en avant pour défendre l'Union européenne. Et autant qu'on peut mettre en avant pour la critiquer, naturellement. L'Europe est devenue un enjeu de politique intérieure dans beaucoup d'États membres, sur lequel il semblerait qu'on ne peut que perdre des points. Donc finalement, il vaut mieux critiquer l'Union européenne, au moins on est sûr d'être du bon côté du baromètre politique à la fin de la semaine, plutôt que d'essayer de prendre des positions pro-européennes qui sont généralement soit mal comprises, soit qui peuvent avoir un effet boomerang. Alors, le Brexit a eu lieu. Donc, quid de ce qui se passe après? Donc le 23 juin a généré un électrochoc en Europe. Tout le monde semble avoir été surpris. Surtout parce que beaucoup étaient dans le déni. Enfin, il ne faut quand même pas se leurrer, le Brexit était véritablement probable. On peut dire que les Britanniques ont voté à l'encontre de leurs intérêts, mais il y a des raisons, et je pense que John Tanner reviendra dessus, qui peuvent expliquer le Brexit. S'il ne le fait pas, je le ferai volontiers dans les débats. Depuis, on assiste à un ballet diplomatique où il y a beaucoup de rencontres entre des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères, etc., pour discuter de l'avenir de l'Union européenne, dans différents formats. Donc, on a vu au début du mois de juillet un sommet avec les pays fondateurs. On a vu beaucoup de rencontres au sein du groupe de Visegrad, donc les pays d'Europe centrale. Entre les pays gouvernés par des dirigeants sociodémocrates, etc., etc. Tout ça a culminé avec le sommet de Bratislava qui a eu lieu le 16 septembre, et donc une feuille de route qui a été présentée à cette date-là, et ce sommet a été globalement perçu comme un échec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé le chemin pour l'avenir de l'Union européenne. J'ai envie de dire, véritablement, ceux qui pensaient qu'on pouvait le trouver dans le contexte actuel se bernaient d'illusions. C'est absolument illusoire d'imaginer qu'aujourd'hui, dans une Europe aussi divisée, on arrive à trouver un consensus aussi rapidement. Donc évidemment, le sommet de Bratislava a mis en avant des divisions davantage que des positions communes. Mais il faut bien les mettre sur la table, ces divisions. Il faut bien en parler de toutes ces divisions. Donc la question aujourd'hui est de savoir s'il y a un réel intérêt pour les débats sur l'avenir de l'Union européenne. La réponse courte est non, sauf si. Alors non, parce que l'Union européenne est globalement perçue de manière négative. Il y a relativement peu d'hommes politiques ou femmes politiques qui veulent prendre les devants et dominer ce débat ou lancer ce débat. Et on a fait un projet à l'IFRI qui s'est terminé cette année. Et une des conclusions était qu'il faut éviter les grands débats, sauf si en parallèle il y a des projets qui sont véritablement mis en avant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est demandé de l'Union européenne? C'est pas forcément de discuter de l'avenir de l'Union économique et monétaire, etc. C'est véritablement des choses beaucoup plus concrètes. Ça, c'est le premier point. Et donc, par exemple, beaucoup généralement mettent en avant le roaming. Je ne sais pas si l'année prochaine on aura véritablement plus de charges pour le roaming, mais à voir. Ou d'autres sur l'union de l'énergie ou l'union numérique. Mais il y a autre chose qui est extrêmement important, c'est d'avoir un débat de meilleure qualité. On a souvent tendance à blâmer les mauvais responsables pour tous les torts de l'Europe. Dire c'est Bruxelles, c'est technocrates, inconnus, sans visage, alors qu'en réalité, beaucoup des décisions qui sont prises sur l'Europe sont quand même prises par nos élus.
De grands débats sur l'Europe sans des réalisations concrètes et des débats de meilleure qualité qui doivent être menés par tous les acteurs possibles. On dit souvent les politiques, mais tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. Les entreprises ont leur rôle à jouer, elles bénéficient énormément de l'Europe. La société civile a son rôle à jouer. Je suis le premier à le dire et je suis le premier à faire mon autocritique là-dessus. Et également dans le système éducatif, dans les universités, etc. Et évidemment les médias, mais ça c'est un autre débat. Mais si on a de grands débats sans projet concret, on confirmera le sentiment que l'Europe est déconnectée des citoyens. Alors bien sûr, il faut débattre de l'Union européenne, mais il ne faut pas débattre de l'Union européenne, et j'en conclurai là-dessus, par plus ou moins d'Europe. Si on commence par cette question-là, on va dans le mur.